Aujourd'hui, nous avons une affaire troublante qui vous laissera sans voix. Dans cette audience, nous allons nous pencher sur le cas troublant d'un couple de suprémacistes blancs qui n'a montré aucun remords alors qu'il a été condamné à la perpétuité pour le meurtre brutal d'un délinquant sexuel et de sa femme. Le couple était accusé de meurtre, d'enlèvement, de cambriolage et de possession d'armes à feu. Préparez-vous à une histoire qui vous fera frissonner. Entrons dans le vif du sujet. Jeremy et Christine Moody n'étaient pas un couple ordinaire. Ils étaient profondément enracinés dans le monde des idéologies suprématistes blanches, alimentées par la haine et un sentiment déformé de supériorité. Leurs croyances extrémistes les ont conduits sur la voie de la violence et de la destruction. Nés et élevés dans une petite ville des États-Unis, Jeremy et Christine ont été exposés à des idéologies radicales dès leur plus jeune âge. Ils sont devenus des membres actifs de groupes suprématistes blancs, assistant à des rassemblements et participant à des forums en ligne qui propagent la haine et la discrimination. Leurs croyances étaient ancrées dans une interprétation tordue de la supériorité raciale, où ils se considéraient comme les défenseurs de leur communauté contre les menaces perçues. Ils nourrissaient une animosité particulière à l'égard des personnes qui avaient été condamnées pour des délits sexuels, les considérant comme l'incarnation du mal. C'est cette haine profonde qui a conduit Jeremy et Christine à s'en prendre à Marvin et Gretchen Parker, un couple ayant des antécédents de délits sexuels. Ils pensaient ainsi faire justice eux-mêmes en éliminant ce qu'ils considéraient comme une menace pour leur communauté. Selon la chaîne locale Fox, Charles Parker était inscrit sur la liste des délinquants sexuels après avoir été condamné en 2003 pour comportement sexuel criminel au 3e degré sur une femme de 31 ans. Il avait également été condamné en 1991 dans une affaire d'agression sexuelle sur un enfant. Le couple a méticuleusement planifié son attaque, alimenté par un mélange toxique de colère et d'autosatisfaction. Ils se sont armés et se sont introduits dans la maison des Parker, prêts à mettre en œuvre leur version tordue de la justice. Les motivations de leurs actions étaient enracinées dans un cocktail toxique de peur, de préjugés et d'un sens déformé de la moralité. Ils pensaient agir dans le meilleur intérêt de leur communauté, aveuglés par leurs croyances extrémistes. C'est par une paisible nuit d'été que Jeremy et Christine se sont introduits dans la maison de Marvin et Gretchen Parker, armés et remplis de haine. Le couple a affronté les Parker, déclenchant une attaque brutale et sans pitié. La scène est d'une horreur inimaginable, les Moody ne faisant preuve d'aucune pitié dans leur quête de vengeance. Les autorités ont été averties du crime lorsqu'un voisin a entendu le vacarme et a appelé la police. Les forces de l'ordre sont arrivées sur les lieux et ont découvert un spectacle macabre. Marvin et Gretchen Parker ont été sauvagement assassinés, leur vie ayant été interrompue par les mains d'un couple de suprémacistes blancs. La nouvelle du crime s'est répandue comme une traînée de poudre, provoquant une onde de choc au sein de la communauté. La police a lancé une enquête rapide et approfondie, déterminée à traduire les auteurs en justice. Les preuves contre Jeremy et Christine étaient accablantes et ne laissaient guère de place au doute. Au cours du procès, la tension et l'incrédulité régnaient dans la salle d'audience, alors que les détails du crime étaient mis à nu. L'accusation a présenté une montagne de preuves, y compris l'ADN, les empreintes digitales et les témoignages, toutes orientées vers la culpabilité des Moody. Le shérif du comté d'Union, David Taylor, a déclaré à la SPLC que Jeremy avait abattu les deux victimes et que Christine avait tranché la gorge de la femme après avoir expliqué à Parker et à sa femme pourquoi ils allèrent les tuer. Une caméra de surveillance placée sur le terrain de Parker les a filmés en train de partir, et les adjoints ont reconnu Jeremy Moody grâce au mot « skinhead » tatoué sur son cou et au tatouage « Made in America » sur le côté de sa tête. Après son arrestation, Jeremy Moody a dirigé les enquêteurs vers une feuille de papier se trouvant à son domicile. Il y a inscrit le nom et l'adresse d'un autre délinquant sexuel, disant à la police qu'il allait tuer cette personne le lendemain s'il n'était pas arrêté. Les Parker ont été tués un dimanche et il a planifié le prochain meurtre pour le mercredi. Si les autorités n'avaient pas agi assez vite, elles auraient pu le faire. Christine Moody a déclaré qu'ils avaient prévu de faire une troisième victime, un autre délinquant sexuel, mais qu'ils ont été arrêtés dans le cadre des meurtres des Parker avant de pouvoir frapper à nouveau. La défense, quant à elle, a tenté de brosser un tableau différent, arguant que le couple avait agi par peur et en état de légitime défense. Les avocats ont déclaré que les deux accusés avaient été victimes d'abus sexuels dans leur enfance, et que cela leur avait donné envie de se venger des personnes qui leur avaient fait du mal. Selon le psychologue Harold Morgan, qui a analysé Jeremy Moody, il se croyait investi d'une mission divine consistant à tuer tous les délinquants sexuels. Les avocats de la défense ont souligné que Christine Moody avait survécu à un cancer du sein et avait subi une double mastectomie il y a 4 ans, et que Jeremy Moody souffrait de schizophrénie et ne prenait pas ses médicaments au moment des faits. Lorsque Moody, qui avait 30 ans au moment du meurtre, ne prend pas les médicaments qui lui sont prescrits, il souffre de paranoïa et de délire, selon son avocat Harry Dest. Christine Moody a son propre lot de problèmes de santé. Outre le cancer, elle souffre d'un trouble de la personnalité borderline, d'un syndrome de stress post-traumatique et d'un trouble de la personnalité antisociale. Mais les preuves ont parlé d'elles-mêmes. Le jury a été saisi d'un dossier clair et convaincant à l'encontre de Jeremy et Christine Moody.
Leurs convictions extrémistes et leurs plans prémédités pour ôter la vie à Marvin et Gretchen Parker ne laissaient aucune place à la sympathie. Au fur et à mesure que le procès avançait, la salle d'audience était en proie à un mélange d'émotions. Les familles des victimes étaient assises, angoissées, cherchant à obtenir justice pour leurs proches. Les Moody, quant à eux, ont fait preuve d'une absence de remords inquiétante. Leurs actes au cours du procès, y compris le fait de s'embrasser et de sourire à l'énoncé du verdict, ont provoqué une onde de choc dans la salle d'audience et dans le pays. À l'exception de la lecture du 69e psaume de la Bible et des lettres des membres de leur église, le couple a montré peu de remords. Ils ont souri et se sont regardés longuement pendant l'audience. Jeremy Moody a souri alors que les membres de la famille Parker demandaient au juge la peine maximale. Lorsque le juge a posé à Christina Moody la question habituelle de savoir si quelqu'un lui avait offert quelque chose en échange de son plaidoyer, elle a répondu « juste la célébrité et la fortune ». En fin de compte, le juge, consterné par la nature odieuse du crime et l'absence de remords des Moody, a prononcé la peine la plus sévère qui soit, l'emprisonnement à vie sans possibilité de libération conditionnelle. La salle d'audience a été envahie par un mélange de soulagement et de tristesse, les familles des victimes trouvant un certain réconfort dans le fait que justice a été rendue. Le procès de Jeremy et Christine Moody a rappelé brutalement les dangers des idéologies extrémistes et les conséquences dévastatrices qu'elles peuvent avoir. Il a rappelé avec effroi que la haine et la violence n'ont pas leur place dans la société. Le meurtre brutal de Marvin et Gretchen Parker a provoqué une onde de choc au sein de la communauté et dans l'ensemble du pays. La perte de vie aux mains d'un couple de suprémacistes blancs a mis en lumière les dangers des croyances extrémistes et les conséquences dévastatrices qu'elles peuvent avoir. L'impact de ce crime s'est étendu bien au-delà des victimes immédiates et de leurs familles. Il a servi de signal d'alarme, obligeant la société à faire face à la haine et à la discrimination qui persistent dans l'ombre. Il met en lumière le fait que les idéologies suprémacistes blanches continuent d'exister, perpétuant un cycle de violence et de division. Le procès de Jeremy et Christine Moody a mis la question de la suprématie de la race blanche au premier plan de la conscience publique. Il a déclenché une conversation nationale sur la montée des idéologies extrémistes et la nécessité urgente de s'attaquer aux causes sous-jacentes. Il a rappelé que la haine ne connaît pas de frontières et qu'elle peut se manifester de la manière la plus horrible qui soit. L'affaire a également mis en lumière l'importance de la lutte contre le discours de haine et la propagande extrémiste. Les plateformes en ligne et les médias sociaux sont devenus des terrains propices à la diffusion d'idéologies suprématistes blanches, permettant à la haine de se développer et d'inciter à la violence. Il est essentiel que la société prenne position contre ce type de discours et s'efforce de créer un monde plus inclusif et plus tolérant. La condamnation de Jeremy et Christine Moody à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle a envoyé un message fort. Elle a démontré que les actes de haine et de violence ne seront pas tolérés et que la justice prévaudra. Elle a apporté un certain réconfort aux familles des victimes, sachant que les responsables de la mort de leurs proches devront faire face aux conséquences de leurs actes. Toutefois, l'histoire du couple de suprémacistes blancs qui s'est embrassé et a souri lors de sa condamnation nous rappelle avec effroi qu'il reste encore du travail à faire. Elle invite les individus, les communautés et les institutions à lutter activement contre la haine, à promouvoir la compréhension et à favoriser une société qui embrasse la diversité. Dans une affaire choquante et dérangeante qui a secoué la ville de Cleveland, dans l'Ohio, nous plongeons dans l'univers sombre et tordu de Larissa et Christopher Rodriguez, un couple dont les crimes vous laisseront sans voix. Cette audience révèle les détails horribles qui entourent leurs actes odieux. Larissa et Christopher Rodriguez ont tous deux plaidé coupables d'homicide involontaire, d'agression criminelle, de mise en danger d'enfants et de sévices graves sur un cadavre dans le cadre de la mort de leur fils. L'histoire commence par la découverte tragique de leur fils handicapé de 5 ans, Jordan, enterré dans l'arrière-cour de leur maison. En explorant les procédures judiciaires, nous découvrons la négligence, la maltraitance et la trahison ultime qui ont conduit à cette tragédie inimaginable. Pour comprendre les crimes choquants commis par Larissa et Christopher Rodriguez, il faut d'abord se plonger dans leur passé trouble et leur première vie. On dit souvent que les graines de la noirceur sont semées dans les ombres du passé, et cela vaut pour ce couple de tueurs. Larissa Rodriguez, qui est née et a grandi à Cleveland, dans l'Ohio, a connu une éducation tumultueuse. Ayant grandi dans un foyer brisé, elle a subi de plein fouet les effets dévastateurs de la négligence et de la maltraitance. Ses parents, tous deux en proie à la toxicomanie, n'étaient pas en mesure d'offrir un environnement stable et épanouissant à Larissa et à ses frères et sœurs. Elle s'est donc retrouvée livrée à elle-même, naviguant dans un monde rempli d'incertitude et de désespoir. Christopher Rodriguez, quant à lui, a eu une enfance différente, mais tout aussi troublée. Né dans une famille en proie à la violence et aux activités criminelles, il a été exposé au monde du crime dès son plus jeune âge. Son père, membre notoire d'un gang, était souvent absent, laissant Christopher vulnérable à l'influence des associés de son père.
C'est dans cet environnement qu'il a appris les dures réalités de la vie et qu'il a développé un sens déformé du bien et du mal. Le destin a voulu que les chemins de Larissa et de Christopher se croisent à l'adolescence. Attirés l'un vers l'autre par leur expérience commune de la douleur et de la négligence, ils ont formé un lien qui les a menés sur une voie sombre et destructrice. Leur relation leur a procuré un sentiment tordu de réconfort, car ils pensaient avoir trouvé quelqu'un qui comprenait leur douleur. En grandissant, la relation entre Larissa et Christopher est devenue de plus en plus toxique. Nourris par leur traumatisme commun, ils se sont enfoncés dans un monde de toxicomanie et d'activités criminelles. Leur vie s'est transformée en un cycle sans fin de violence et de chaos, laissant un sillage de destruction dans leur sillage. C'est à cette époque que Larissa et Christopher ont fondé leur famille. La naissance de leur premier enfant aurait dû être un moment de joie et d'espoir, mais au lieu de cela, elle a marqué le début d'une histoire tragique. Au fur et à mesure que leur famille s'agrandissait, l'obscurité s'installait dans leur cœur. Leurs enfants sont devenus les victimes de la négligence et des abus de leurs propres parents, pris au piège d'un cycle de violence dont il semblait impossible de sortir. La communauté autour d'eux a commencé à prendre conscience de la détérioration des conditions de vie des enfants de Larissa et Christopher. Des travailleurs sociaux ont été appelés à leur domicile à plusieurs reprises, mais leurs efforts pour intervenir se sont souvent heurtés à la résistance et à la manipulation. Larissa et Christopher avaient l'art de cacher leur véritable personnalité derrière une façade de normalité, ce qui empêchait quiconque de voir les horreurs qui se cachaient sous la surface. Au fil des ans, les crimes de Larissa et Christopher se sont multipliés. La négligence et les abus qu'ils ont infligés à leurs enfants se sont aggravés, repoussant les limites de la décence humaine. Leurs actes étaient alimentés par un sentiment tordu de pouvoir et de contrôle, alors qu'ils se délectaient de la souffrance qu'ils infligeaient à leur propre chair et à leur propre sang. Les crimes choquants de Larissa et Christopher Rodriguez ont fini par être révélés par la découverte de leur fils handicapé de 5 ans, Jordan. Ce jour-là, la communauté de Cleveland, dans l'Ohio, restera à jamais hantée. Par une froide journée d'hiver, le 19 décembre, la vérité a été dévoilée de la manière la plus inimaginable qui soit. Le frère de Christopher Rodriguez, qui vit à des milliers de kilomètres de là, au Pakistan, a passé un coup de fil glaçant aux autorités. Il a signalé la mort de Jordan, une tragédie qui avait été dissimulée pendant trop longtemps. La police n'a pas tardé à répondre à cet appel bouleversant. Ils arrivent au domicile des Rodriguez, dans le quartier de Detroit Shoreway, sans se douter des horreurs qui les attendent. Alors qu'ils commencent leur enquête, ils sont confrontés à une scène tout droit sortie d'un cauchemar. Dans l'arrière-cour de la maison des Rodriguez, enfoui sous des couches de terre et de secrets, gisait le corps sans vie de Jordan. Le jeune garçon, qui avait déjà enduré tant de souffrances au cours de sa courte vie, avait connu une fin tragique et prématurée. Cette découverte a provoqué une onde de choc au sein de la communauté, qui s'est retrouvée aux prises avec les profondeurs inimaginables de la dépravation dans laquelle Larissa et Christopher s'étaient enfoncés. L'enquête sur la mort de Jordan a été une course contre la montre pour découvrir la vérité et rendre justice à la victime innocente. Au fur et à mesure que les détails apparaissaient, la véritable ampleur de l'horreur devenait évidente. Les travailleurs sociaux, qui avaient déjà visité la maison des Rodriguez, ont fourni des témoignages effrayants sur les conditions déplorables dans lesquelles les enfants étaient forcés de vivre. Des documents judiciaires ont révélé que la maison de Larissa et Christopher était infestée de rats et de cafards, un terrain propice aux maladies et à la décomposition. La puanteur de la négligence flottait dans l'air, rappelant de manière obsédante les souffrances endurées par Jordan et ses frères et sœurs. C'était une maison des horreurs, un lieu où l'innocence a été brisée et remplacée par une douleur indicible. Les enquêteurs n'ont pas été en mesure de déterminer comment l'enfant de 5 ans est mort, mais ils ont indiqué qu'il s'était déjà fracturé le poignet et plusieurs côtes, signe probable de maltraitance. Jordan est né prématurément avec un seul rein et ne pouvait pas parler. Mais le détail le plus troublant de l'enquête est sans doute la découverte choquante faite par les travailleurs sociaux. L'un des enfants des Rodriguez a été retrouvé en train de manger un sandwich rempli de cafards. C'est une image brutale et terrifiante qui donne une idée de la négligence et de la maltraitance dont Jordan et ses frères et sœurs ont fait l'objet. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Larissa Rodriguez a récemment plaidé coupable à d'autres chefs d'accusation, dont le trafic de bons d'alimentation, la fraude aux télécommunications, le vol qualifié et le blanchiment d'argent. Il s'est avéré que Larissa avait été impliquée dans une combine avec une assistante sociale engagée par Catholic Charities. Nancy Caraballo, l'assistante sociale, payait Larissa environ 50 cents par dollar en espèces pour l'utilisation de sa carte d'allocation alimentaire. L'argent obtenu par ce biais a été utilisé par Larissa pour payer ses factures de téléphone portable, son essence, et même pour rendre visite à son petit ami alors qu'il était en prison dans le comté de Medina. Au fur et à mesure que les preuves s'accumulaient, Larissa et Christopher Rodriguez ont été confrontés à l'indéniable vérité. Ils ont tous deux plaidé coupables d'homicide involontaire, d'agression criminelle, de mise en danger d'enfants et de sévices graves infligés à un cadavre dans le cadre de la mort de leur fils.
La salle d'audience était remplie d'un mélange d'incrédulité et d'indignation, alors que la communauté était confrontée aux actes odieux commis par ce couple de tueurs. Le juge Nancy Margaret Russo, essuyant ses larmes, a déclaré au couple « C'est une horreur. Je sais qu'en tant que juge, je ne suis pas censé montrer mes émotions. » La sentence qui a suivi a été une mesure de justice méritée pour Jordan et ses frères et sœurs. Larissa Rodriguez et Christopher Rodriguez ont été condamnés respectivement à 25 et 28 ans de prison. Il s'agit d'une victoire douce amère pour une communauté qui a été brisée par leurs crimes. La découverte de la mort de Jordan et l'enquête qui a suivi ont rappelé brutalement l'importance de la vigilance et de la protection des plus vulnérables d'entre nous. C'est une sonnette d'alarme pour une société qui ne doit jamais fermer les yeux sur les signes de maltraitance et de négligence. Dans une histoire choquante de dépravation et de violence, nous nous plongeons dans les crimes effrayants et la condamnation ultérieure du couple de tueurs Dia et Eric Millerberg. Cette affaire poignante concerne la vie apparemment ordinaire de Dia et Eric, qui va prendre une tournure sinistre. Sous l'emprise de la drogue et d'un désir tordu de sensations fortes, ils ont entraîné leur babysitter sans méfiance dans une épreuve cauchemardesque qui s'est soldée par sa mort tragique. Sans aucun respect pour la vie humaine, ils se sont débarrassés sans ménagement de son corps en tentant de brouiller les pistes. Le couple de tueurs a été inculpé d'homicide par maltraitance d'enfants, de viol illégal et de détournement de mineurs et de profanation de cadavres. Dia et Eric Millerberg semblaient être un couple ordinaire, menant une vie apparemment normale dans l'État de l'Utah. Cependant, derrière les portes closes, leur relation était loin d'être ordinaire. Dia et Eric étaient tous deux connus pour leur style de vie imprudent et alimenté par la drogue, qui les a finalement menés sur la voie de la destruction. Dia, une femme d'une beauté saisissante au passé trouble, avait des antécédents de toxicomanie et un penchant pour le danger. Elle était attirée par le frisson de la vie en marge, cherchant l'excitation dans les coins les plus sombres de la vie. Eric, quant à lui, était un individu charismatique et manipulateur, capable de charmer tous ceux qu'il rencontrait. Leurs chemins se sont croisés lors d'une nuit fatidique dans un bar local, où Dia a été attirée par la présence magnétique d'Eric. Ils se sont rapidement rapprochés, partageant le même amour pour la drogue et la montée d'adrénaline liée à leur mode de vie dangereux. C'était un mariage d'enfer, car leur tendance destructrice alimentait les désirs les plus sombres de chacun. Au fur et à mesure que leur relation progressait, la consommation de drogue de Dia et d'Eric s'intensifiait, les plongeant encore plus profondément dans un monde de chaos et de dépravation. Ils sont devenus inséparables, leur vie tournant autour de la prochaine défonce et du plaisir de s'engager dans un comportement risqué. Leur dépendance à la drogue est devenue le fondement de leur relation, un lien toxique qui les mènera finalement à leur perte. C'est à cette époque que Dia et Eric ont commencé à expérimenter des activités plus dangereuses et tabous. Ils recherchèrent le plaisir de s'engager dans des relations sexuelles risquées, impliquant souvent des partenaires multiples et des substances dangereuses. Leur appétit insatiable pour l'excitation les a poussés à la limite, brouillant les frontières entre le plaisir et la douleur. C'est dans ce monde sombre et tordu que le chemin de Dia et Eric a croisé celui de leur innocente victime, Alexis Rasmussen. Elle était une jeune babysitter sans méfiance, inconsciente des horreurs qui l'attendaient. Elle était loin de se douter que sa vie serait à jamais changée par la rencontre avec ce couple mortel. Au fur et à mesure que le mode de vie de Dia et Eric, alimenté par la drogue, devenait incontrôlable, leurs désirs devenaient de plus en plus sombres et sinistres. Ils avaient envie de s'adonner à des activités risquées et tabous, repoussant les limites de leur propre dépravation. C'est au cours d'une nuit fatidique qu'ils ont décidé de porter leurs désirs tordus à un tout autre niveau. Dia et Eric s'étaient arrangés pour qu'Alexis, leur babysitter sans méfiance, vienne chez eux sous prétexte d'avoir besoin de ses services pour la soirée. Elle était loin de se douter que ce serait la dernière nuit de sa jeune vie. Le couple avait de sinistres projets pour elle. Au fur et à mesure que la nuit avançait, Dia et Eric ont introduit des drogues dans l'équation, créant une atmosphère toxique et volatile. Ils se sont délectés du chaos et de la réalité déformée que leur procurèrent les drogues, l'esprit embrumé par l'ivresse. C'est dans cet état d'ébriété que leurs désirs les plus sombres ont pris corps. Dans un retournement de situation, Dia et Eric ont entamé un trio sous l'emprise de la drogue, tandis que leurs victimes sans défense étaient prises entre deux feux. Les détails de ce qui s'est passé cette nuit-là sont vraiment horribles et difficiles à comprendre. Les limites entre le plaisir et la douleur, le consentement et la coercition ont été brouillées au point d'être méconnaissables. Dans un accès de rage et de paranoïa dû à la drogue, les tendances violentes d'Eric ont pris le dessus. Il a brutalement étranglé la babysitter, mettant fin à sa vie dans un acte de violence insensé. La pièce était remplie des échos de ses appels désespérés à la pitié, mais ils sont tombés dans l'oreille d'un sourd. Dia, rongé par les ténèbres qui l'habitent, regarde la scène sans remords. Face au corps sans vie qui gisait devant eux, Dia et Eric étaient confrontés à un choix. Ils auraient pu appeler à l'aide, se rendre et assumer les conséquences de leurs actes. Mais leur dépravation ne connaissait pas de limites. Au lieu de cela,
ils ont décidé de se débarrasser des preuves et de dissimuler leur crime odieux. Ils ont enveloppé le corps sans vie dans une bâche, les mains tachées du sang de leurs victimes. Sous le couvert de l'obscurité, ils se sont rendus en voiture dans un endroit isolé, loin des regards indiscrets. Là, dans la nuit, ils l'ont enterré dans une fosse peu profonde, la laissant dans l'oubli du monde. L'insensibilité et l'absence de remords dont ont fait preuve Dia et Eric font froid dans le dos. Ils n'ont montré aucune considération pour la vie qu'ils avaient prise, se préoccupant uniquement de se protéger des conséquences de leurs actes. Leurs actes n'étaient pas seulement une trahison de la confiance, mais un mépris total de la valeur de la vie humaine. La famille de la babysitter, s'inquiétant de plus en plus de sa disparition soudaine, elle prend les choses en main et signale sa disparition aux autorités. La police locale a lancé une enquête approfondie, déterminée à découvrir la vérité sur cette disparition. Les forces de l'ordre ont méticuleusement passé les preuves au peigne fin, ne négligeant aucune piste dans leur quête de justice. Ils ont interrogé des témoins, prélevé des échantillons d'ADN et analysé des enregistrements téléphoniques dans le but de reconstituer le puzzle de ce qui était arrivé à la jeune babysitter. Au fur et à mesure que l'enquête progressait, l'attention s'est rapidement portée sur Dia et Eric Millerberg. Leur comportement erratique, leur mode de vie alimenté par la drogue et leur lien avec la victime ont mis la puce à l'oreille des inspecteurs chargés de l'affaire. Il était clair qu'ils étaient les principaux suspects de la disparition. Les forces de l'ordre ont obtenu des mandats de perquisition au domicile de Dia et d'Eric et ont découvert une scène effrayante qui a confirmé leurs pires craintes. Des taches de sang ont été trouvées ainsi que d'autres preuves reliant le couple au crime. Les pièces du puzzle se mettent peu à peu en place et révèlent l'horrible vérité. Lors d'un interrogatoire de police, Dia elle-même a avoué le crime, ce qui a pris une tournure choquante. Son esprit drogué et sa conscience rongée par la culpabilité ne pouvaient plus supporter le poids de l'acte odieux qu'elle avait commis. Ces aveux ont fourni la dernière pièce du puzzle, consolidant le dossier contre elle et Eric. Les preuves s'accumulant contre eux, Dia et Eric ont été arrêtés et inculpés de meurtre au premier degré. La communauté a été laissée dans l'incrédulité lorsque la nouvelle de leur arrestation s'est répandue. Comment un couple apparemment ordinaire pouvait-il être capable d'actes de violence aussi inqualifiables ? Le procès qui a suivi a été une expérience éprouvante pour toutes les personnes impliquées. L'accusation a présenté une montagne de preuves, notamment l'ADN, les témoignages et les aveux glaçants de Dia. La jeune fille a finalement été retrouvée en position fétale, le bas de son corps fourré dans un sac poubelle. Le médecin légiste adjoint de l'Utah, Joseph White, a déclaré que le corps de la jeune fille était tellement décomposé qu'il était difficile de l'identifier. Les dossiers dentaires et l'analyse des empreintes digitales ont finalement permis une identification positive. Un toxicologue a déclaré que les rapports montraient qu'elle avait ingéré de la méthamphétamine au moins 24 heures avant sa mort. Le jury n'a eu aucun doute sur leur culpabilité et la salle d'audience a été envahie par un sentiment palpable d'horreur et d'incrédulité. Le juge, en prononçant la sentence, a exprimé son dégoût pour les actions du couple et la douleur qu'ils ont infligée à la famille de la victime. Dia et Eric ont tous deux été condamnés à la perpétuité pour homicide sur enfant, un crime du premier degré, et à une peine de 1 à 15 ans pour entrave à la justice, un crime du second degré. Il a également été condamné à 2 peines de 0 à 5 ans pour viol illégal et légal d'une personne âgée de 16 ou 17 ans, et pour abus ou profanation d'un corps humain, des crimes du troisième degré. Les peines devaient être purgées simultanément. Il s'agit d'une petite mesure de justice pour la famille en deuil, mais les cicatrices laissées par les actes du couple ne seront jamais complètement refermées. La communauté a été ébranlée par les horreurs qui se sont déroulées en son sein. L'histoire de Dia et Eric Millerberg nous rappelle avec effroi les ténèbres qui peuvent se cacher derrière les portes closes. C'est une mise en garde contre les conséquences dévastatrices qui peuvent découler d'une vie consumée par la drogue, la dépravation et le mépris total de la vie humaine. Si vous avez aimé cette vidéo, jetez un coup d'œil à nos autres vidéos sur la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine fois.